Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier webinaire des forums France-Inde en ce 26 janvier 2022 qui constitue une date ô combien symbolique. Aujourd'hui, c'est en effet le jour de la République en Inde, Republic Day, une journée de commémoration chargée de symboles puisqu'elle marque l'entrée en vigueur de la Constitution indienne le 26 janvier 1950, il y a maintenant 72 ans. Une constitution, faut-il le rappeler, qui a instauré une démocratie multiculturelle, on dit aussi séculariste. Et nous avons choisi ce jour pour donner le coup d'envoi officiel d'une initiative que nous avons donc baptisée les Forums franco-indiens et qu'Anou va maintenant vous présenter plus en détail. Anou, c'est à toi. Merci Christophe. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Anuban Kate. Depuis un peu plus de 3 ans, je suis en France comme ingénieur et j'aime beaucoup ce pays. J'ai eu envie de monter des actions et des rencontres qui rapprochaient la société indienne de la société française. À un moment où en Inde comme en France, nous devons affronter les défis du vivre ensemble. Alors, quel est ce projet ambitieux? Avec quelques amis français, indiens, nous avons imaginé les forums France-Inde. Il s'agit d'un espace francophone d'échange et de rencontre, un espace à la fois numérique et réel, physique et nomade. Quelle est sa finalité? Entre au service de nos cultures réciproques, favoriser leur découverte et leur connaissance, et surtout notre compréhension mutuelle. Sa destination? Tous les amis francophones de l'Inde et de la France. Quel est son contenu? C'est un site web qui regroupera des publications, des études, une newsletter, des témoignages, des programmes de ciné-club et des expositions. Ils seront traités des sujets de société, la culture, les arts, la vie quotidienne et les événements réguliers comme ce premier webinaire, avec une très grande envie de témoigner autrement. Quel est son avenir? Je rêve que des échanges libres et féconds puissent naître de ces rencontres autour de 1001 sujets que j'ai à l'esprit, pour que chacun de vous comprenne mieux la réalité de la scène indienne et prenne conscience de ce qui se passe réellement dans mon pays. Je remercie Christophe Jaffrelot et mes amis indiens et français de leurs implications totales dans ce projet. J'appelle de tout cœur ceux qui seront séduits par un tel projet en devenir à venir nous rejoindre. Et maintenant, j'invite Christophe de débuter notre webinaire. Merci. On ne t'entend pas, Christophe. Merci beaucoup, Anou. Mon micro avait été coupé, donc je ne pouvais pas le récupérer. Merci à toi de ton implication. Et nous consacrons donc le premier de nos webinaires à un sujet d'une brûlante actualité, les pressions auxquelles est soumise la société civile indienne, et en particulier les ONG. Un tel sujet est important dans tous les pays du monde, mais il l'est plus encore en Inde, sans doute, où les ONG étaient traditionnellement nombreuses et particulièrement nécessaires pour pallier les lacunes de l'État en matière d'éducation, de santé, dans tant d'autres domaines encore. L'Inde était un pays d'ONG, on disait. En quoi est-ce que c'est encore le cas? En quoi est-ce que ce n'est plus forcément aussi vrai? Pour examiner les termes de ce débat, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir des représentantes et des représentants d'ONG qui ont ou sont encore ou cherchent à être actives en Inde. Et pour gagner du temps, je les laisserai se présenter avant de présenter leur organisation et leur travail en Inde, ainsi que les difficultés nouvelles qu'elles peuvent rencontrer sur le terrain. Et donc, nous allons successivement entendre les témoignages de Fioré, de Glauber, de Jeanne et d'Anne pour une première séquence d'intervention qui sera évidemment suivie d'autres et qui se conclura, cette série de moments,
par une séance de questions-réponses. Vous êtes donc invité dès maintenant, vous qui nous avez rejoints, à utiliser la fameuse boîte Q&R pour poser des questions, faire les remarques aussi qui vous paraîtraient pertinentes, de manière à ce que ce soit le plus interactif possible. Fiore, tu as maintenant non pas le floor, mais l'écran, comme on dit. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Fiore Longo et je suis la directrice de l'association Survival International France. Pour ceux qui nous ne connaissent pas, nous sommes le mouvement mondial pour les peuples autochtones. Donc, nous défendons les droits territoriaux des peuples autochtones. Comment on fait ça? En essayant de changer l'opinion publique. Donc, d'influencer la manière dans laquelle les gens ils regardent, ils voient et ils agissent par rapport aux peuples autochtones. En particulier, du coup, en Inde, on s'occupe des Adivasi. Les Adivasi sont les peuples autochtones de l'Inde. Et nous avons nous nous focalisons sur deux sujets en particulier. La défense des droits territoriaux des peuples autochtones qui habitent à l'intérieur des réserves des tigres. Donc, il y a des réserves des tigres en Inde. J'imagine que vous avez entendu parler ou vous êtes allé en tant que touriste. Les réserves des tigres sont des endroits vraiment pour les peuples autochtones dangereux, dans le sens que quand un territoire est reconnu en tant que réserve, souvent les peuples autochtones sont expulsés. Même si, comme je vais vous expliquer, normalement, ils ont les droits de rester. Mais ils sont expulsés, ils sont donnés des fois, ils les donnent de l'argent, des autres fois, ils les donnent rien. Et les peuples autochtones, comme vous pouvez l'imaginer, ils ont des liens étroits avec leur terre. Ils ont besoin de leur terre pour vivre en tant que matériellement, mais aussi en tant que peuple. C'est lié à leur identité. Et l'autre focus de notre campagne, c'est la défense des droits territoriaux des peuples autochtones par rapport aux projets extractivistes, donc surtout des projets d'extraction de charbon. Juste pour être pour aller très courte et très vite, aujourd'hui, en Inde, on a une attaque contre les peuples autochtones, une attaque sans précédent contre les Adivasi et contre toute la diversité en général. Nous arrivons au point de parler aussi d'une tentative de génocide législatif. Ça veut dire qu'à travers des lois, des projets de loi, les gouvernements maudits vont attaquer aux Adivasi. Ils sont accusés d'être antinationaux, terroristes, ou ils sont accusés de sédition chaque fois qu'ils protestent pour défendre leur droit à la terre contre les projets extractivistes, par exemple. Juste pour vous donner un exemple, 10 000 Adivasi ont été accusés de sédition, 10 000, pour avoir posé à l'entrée de leur village des pierres gravées avec leurs droits constitutionnels. 10 000. On a eu un projet qui Modi, dans ces moments, a laissé de côté, et qui c'était un projet prévu, de la création d'un registre national lié à une loi discriminatoire sur la base de la religion. Mais les seules religions reconnues, c'était des religions que Modi avait décidé que c'était des religions. Donc, les religions des Adivasi, la majorité desquelles ne sont pas religions officielles, n'étaient pas reconnues. Ça veut dire laisser des milliards de millions de personnes les laisser en tant qu'apatrides, donc sans la possibilité de s'enregistrer pour devenir citoyen. Donc, ça a été laissé de côté, mais c'était une des choses. Et la chose plus importante, juste pour finir, c'est l'attaque contre les droits forestiers, les Forest Rights Act. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la législation, je n'ai pas le temps de beaucoup de vous expliquer, mais juste pour vous dire, c'est une loi qui reconnaît à la fois les droits individuels et les droits collectifs, c'est que c'est vraiment une chose vraiment très importante. Donc, et reconnaît ces droits à des peuples autochtones à utiliser, protéger leurs forêts. Donc, en bas à ces lois, les Forest Rights Act, je répète, c'est vraiment très important, les peuples autochtones pourraient, en théorie, avoir la reconnaissance de leurs droits aussi à l'intérieur des réserves de tigres et des autres parcs naturels. Il y a eu différentes tentatives du gouvernement Modi, et ça c'est constamment, de remettre en cause ce type de législation. Et juste pour finir, ça, ça c'est la théorie, mais dans la vie concrète des peuples autochtones, ça signifie que, et ça c'est une chose que je peux vraiment constater et vérifier avec mes contacts, ça en pratique, ça veut dire que les peuples autochtones, ils n'obtiennent pas la reconnaissance de leurs droits. Donc, chaque fois qu'ils essayent d'avoir de la reconnaissance de leur droit à la terre, ça est nié. Les personnes qui font une demande
ils finissent pour être en prison ou ils sont niés, par exemple, ça c'est un cas que je connais bien, ils sont niés des documents, donc un passeport, les documents d'identité, quand il doit être renouvelé, après il est nié, et ils subissent différents types de harcèlement. Donc, ça, c'est la réalité de notre contact dans le terrain. Merci beaucoup, Fiore, pour ce premier témoignage. Je passe immédiatement la parole à Glauber. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je parle au nom du CRID, les CRID étant un réseau d'associations françaises de solidarité internationale, en réseau de plus de à peu près 50 membres, dont certains sont plus connus que d'autres, comme Secours catholique, CCFD, Maüs International, Oxfam. Bon, je ne vais pas faire la liste des 48 organisations qui composent les CRID. C'est qui est important juste de retenir par rapport à notre organisation, c'est qu'on travaille avec les partenaires de nos membres, donc, qui sont aussi en Inde et dans d'autres pays dans le monde. Le CRID en soi n'a pas de partenaires spécifiques pour le moment pour la zone, pour la région de l'Inde, mais nous, on travaille avec les partenaires de nos membres comme CFD, Secours catholique, Oxfam, SOL et ainsi de suite. Pour parler un peu de la situation en Inde en ces termes-là, bon, on sait très bien que la situation des droits humains indiens ne cesse de se détériorer depuis 2014, ce qui est très facilement repérable dans les classements internationaux et cette régression dans les classements internationaux de la part de l'Inde ces dernières années. Donc, juste pour pointer, 142e sur 180 pays dans le classement de la liberté de la presse, 135e sur 163 dans le Global Peace Index, le Fragile States Index aussi. C'est un très mauvais classement pour l'Inde qui se détériore chaque année, comme le Democracy Index aussi, pareil. Ce sont les déclassements dans ces rangs internationaux. Ça montre très bien cette dégradation de la situation des droits humains en Inde, notamment en dégradation aussi de la capacité d'action des acteurs et actrices de la société civile indienne. Une société civile, comme a été rappelé, qui historiquement était très engagée et très mobilisée dans la défense des droits de population, dans la conquête de nouveaux droits et dans l'élargissement de l'espace démocratique au sein de l'Inde, qui se voit réprimée et violentée à chaque fois plus par ce gouvernement, par Modi et toute cette mouvance politique. Cette répression, elle s'est traduite par différentes façons, des arrestations et intimidations des militants, des cas complètement fabriqués contre des dirigeants communautaires ou des défenseurs et défenseuses des droits, des assassinats des journalistes, la traque des ONG critiques, la multiplication des accusations de sédition et en position d'un langage stigmatisant, d'un récit stigmatisant sur l'action de ces ONG et de ces organisations de la société civile. Tout cela marquant la volonté vraiment d'isoler ces forces citoyennes du reste de la nation, en les accusant à la fois d'être des traîtres à la patrie et d'autre part, dans beaucoup de cas, des agents de l'étranger. Je ne vais pas trop développer tout cela parce que l'idée, c'est de rester un peu plus dynamique dans la prise des paroles. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis 2014, des campagnes massives de criminalisation menées par le gouvernement en Inde, par les mouvances politiques du gouvernement, des harcèlements, des attaques ciblées, des arrestations, des détentions arbitraires, des dirigeants politiques qui diabolisent les organisations de la société civile, discréditant du coup leur travail et leur expérience et désignant ces groupes, comme ces groupes de personnes, des acteurs et actrices de la société civile, comme boucs émissaires en fonction justement de leurs convictions politiques. On observe vraiment que les attaques constantes prennent souvent la forme de restrictions illégales et de l'utilisation des termes vagues et amorphes, comme j'avais dit, comme antinational, espèce de nationaliste urbain pour faire référence aux mouvances guerrières en campagne, ou plus récemment des manifestants professionnels. Ces organisations notamment, et ça, c'est le partenaire de nos membres du CRID, c'est pour ça que je me centre plus l'attention autour de ces organisations de la société civile indienne, sont souvent, du coup, comme j'avais dit, dépendent comme porteuses d'une idéologie étrangère destructrice, d'un establishment corrompu et d'une sorte d'autres qui n'est pas indien, qui travaille contre le peuple, ces peuples-là représentés par Modi et sa mouvance politique. Donc,
tous ceux qui travaillent dans cette dédiabolisation donc, sont représentés comme étant les vrais légitimes représentants du peuple indien. Ces violations des droits humains n'affectent pas seulement les personnes concernées, mais ont des répercussions complètement plus larges, entraînant une culture de la peur et de l'autocensure. Et c'est là qu'on voit à quel point ça a un impact aussi sur les rapports des partenariats qu'on peut avoir avec ces organisations d'ici en France vers l'Inde, parce que souvent nos membres du réseau CRID nous font savoir que certaines positions, certaines actions ici en France porteraient éventuellement préjudice à leurs actions en Inde. Et du coup, leurs partenaires sur place dans le sous-continent indien disent « prenez pas trop la visibilité sur la situation parce que ça peut nous mettre en danger ici. On encourt des risques en fonction de votre prise de parole en Europe. » Bon, je ne vais pas faire On avait des cas emblématiques, notamment en 2020, pour montrer à quel point ça peut se traduire, ce type de répression et de persécution, comme les 7 militants qui ont été arrêtés par l'Agence nationale d'enquête, les Perstan Sawai, Jyoti, j'arrive pas vraiment à dire complètement correctement les noms, Japa, Sagar Taitiram, Ramesh Muldar, Ani Babu, Gautam Navlaka et Anand Telombe, qui ont été emprisonnés par arrêtés par l'Agence nationale d'enquête comme étant impliqués d'une façon présumée aux violences lors des célébrations du Bhima Koregaon à côté des Punes en 2018. Un autre groupe avant a été aussi arrêté dans les mêmes affaires, de 9 militants des droits. Et ce qu'on voit, c'est que notamment on utilise le même type de discours de l'ennemi antérieur, l'ennemi servant des puissances étrangères, donc des gens qui font, selon eux, la guerre au pays. Et dans ces faits, ils enfreignent les codes pénals et aussi ils ont des liens supposés avec des partis communistes indiens. Donc, du coup, tout un arsenal de récits qui essayent de criminaliser davantage l'action de ces acteurs et de ces actrices dans la région. Bon, je pense que je peux m'arrêter ici pour le moment. Merci. Si vous avez des questions, on peut essayer de les répondre. Tout à fait. Merci beaucoup, Glauber. Et vous mentionniez le fait que certains de vos correspondants sur place vous demandaient d'être discrets pour ne pas leur faire courir de risques. Jeanne, qui va intervenir maintenant, va le faire non pas à visage découvert, mais justement discrètement, de ce point de vue-là en tout cas. Pour cette même raison, c'est à vous, Jeanne. Oui, merci Christophe. Effectivement, nous avons décidé aujourd'hui de ne pas donner le nom de notre association et de ne pas donner mon vrai nom parce qu'on craint de mettre en danger les organisations que nous soutenons en Inde, mais on craint aussi de ne plus pouvoir les soutenir financièrement parce qu'en l'occurrence, moi je travaille dans une organisation qui est un bailleur solidaire, donc qui finance des projets en Inde. Et on a la crainte, effectivement, si on prend trop la parole et si on communique trop sur la situation en Inde, d'être mis sur liste noire, donc de ne plus pouvoir envoyer de fonds et également de ne plus avoir accès à l'Inde et de se voir refuser des visas. Donc effectivement, c'est une situation assez compliquée pour la société civile indienne en règle générale, mais aussi pour les alliés de cette société civile. Donc dans mon organisation, on soutient des projets dits de développement locaux sur l'ensemble du pays en appui aux populations les plus marginalisées, donc que ce soit les sans-terre, les petits paysans, les travailleurs à la journée, les travailleurs de l'informel, les pêcheurs artisans, etc., pour faire en sorte qu'ils puissent, que les ONG puissent appuyer ces populations, appuyer leur accès à des droits fondamentaux, mais aussi à des mécanismes d'aide publique qui existent déjà en Inde. Donc, ces organisations sont aux premières loges pour voir les maux économiques, sociaux du pays. Et ces organisations œuvrent depuis des années à faire en sorte d'essayer d'améliorer les conditions de vie des populations et aussi d'étendre leurs droits, d'avoir de plus en plus de droits, qu'ils soient des droits fondamentaux, mais aussi des droits économiques, sociaux et culturels. Or, actuellement, ces ONG ont des difficultés extrêmement importantes qui sont liées au droit à recevoir des fonds étrangers, par exemple, ce qu'on appelle le FCRM, et je pense que mes collègues vont en parler un peu tout à l'heure, donc je vais leur laisser couvrir ce sujet-là. Et donc, ils ont des grosses difficultés de pouvoir accéder à des fonds et de pouvoir travailler. Ils font effectivement face, comme le disait Glauber, à du harcèlement administratif, à de la criminalisation, etc. Mais elles sont aussi pressurisées par le fait que les acquis des périodes précédentes, des années précédentes, donc les lois progressistes, les mécanismes d'aide publique progressistes sont progressivement détricotés par le gouvernement Modi. Dès l'arrivée au pouvoir de Modi en
2014, une des lois qui avait été acquise de haute lutte et qui était très importante sur la compensation financière et la réhabilitation en cas de déplacement, en cas d'expropriation foncière pour des grands projets, par exemple, a été attaquée. Alors, la société civile a réussi à défendre cette loi, mais on voit une attaque répétée contre ces lois. Fior le mentionnait tout à l'heure sur le Forest Rights Act, qui est aussi détricoté progressivement. Plus récemment, on a eu ce qu'on appelle le Environmental Impact Assessment, donc le fait de mettre en place, d'évaluer les impacts sociaux et environnementaux des grands projets et de consulter la population. Donc on a, et puis aussi l'année dernière, je crois, une évolution des lois de protection des côtes, par exemple, qui atteignent les pêcheurs artisans. Donc on a toutes ces lois d'un côté qui vont être diluées, qui vont être détricotées, et aussi tous les mécanismes d'aide publique qui avaient été acquis de haute lutte, qui sont aussi non soutenus financièrement et qui donc ne peuvent plus être vraiment mis en place. Et là, je pense à des mécanismes par exemple, d'accès à de l'emploi rural garanti, ce qu'on appelle le NRIGA. Je pense au système de distribution de nourriture, par exemple, sur d'autres et tout un tas d'autres mécanismes, l'accès à des pensions de retraite pour les personnes, etc., qui n'ont plus de budget et qui donc ne peuvent plus bénéficier aux populations qui en ont besoin. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour ces organisations-là, de la société civile indienne, ces ONG, d'un côté, alors les lois vont être modifiées, d'un autre côté, les mécanismes d'aide publique ne vont plus être mis en place, et donc elles se retrouvent à devoir sans arrêt se battre, essayer d'éteindre les incendies, essayer de préserver les espaces, essayer de préserver ces lois. Et quand on ajoute à ça la criminalisation dont parlait Glauber, on se retrouve dans des situations où les gens, la société civile indienne, alors peut-être pas toutes, mais quand même une partie des ONG sont assez fatigués, assez épuisés psychiquement, physiquement même, de devoir sans arrêt se battre et être toujours dans une posture de défense et de ne plus pouvoir recontribuer positivement aussi à la société. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que ces dernières années, et là très récemment, je crois que c'est une loi sur la biodiversité qui doit être passée, on laisse aux organisations de la société civile 2 semaines pour pouvoir répondre et pour pouvoir contribuer positivement, ce qui est extrêmement difficile. Donc effectivement, les espaces se réduisent de plus en plus, que ce soit dans l'action concrète ou que ce soit dans la contribution à l'élaboration de politiques publiques positives et progressives. Merci beaucoup, Jeanne. Anne, elle, peut témoigner à visage découvert au nom d'Amnesty parce qu'Amnesty n'est plus officiellement en Inde et c'est une histoire que vous allez pouvoir nous raconter maintenant. Oui, alors merci beaucoup, Christophe. Amnesty est encore, parce qu'on est indestructible, mais c'est beaucoup plus compliqué. En 2 mots, effectivement, donc on est un mouvement mondial, international. Moi, je représente la section française. Et la mission, le mandat d'Amnesty, c'est de défendre, respecter, promouvoir l'ensemble des droits contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est la mission que s'était aussi donnée Amnesty International en Inde, qui se heurte effectivement depuis plusieurs années, parce que ça remonte de manière très, très visible et très agressive à 2016, pour ce qui nous concerne, se heurte à un ensemble d'arsenal juridique extrêmement liberticide. En fait, j'ai vu qu'il y avait déjà quelqu'un qui posait la question des références législatives qu'on mettra bien sûr sur la plateforme que vous animez. Et je ne rentre pas dans le détail de ces lois parce qu'elles sont malheureusement nombreuses et utilisées effectivement pour réprimer maintenant toute voie dissidente. Donc, pour ce qui concerne Amnesty, la première procédure intentée contre Amnesty 1 donc, remonte à 2016, où Amnesty a été accusé de sédition, qui est une loi archaïque héritée de la période britannique, qui consiste, qui a un concept extrêmement flou en fait et qui est utilisé à mauvais escient pour effectivement criminaliser des organisations qui n'auraient pas une parole qui satisfasse complètement au gouvernement actuel. Sans aucun fondement. La méthode est à peu près toujours la même pour ce qui nous concerne. Je sais que d'autres organisations internationales, notamment Greenpeace, en a été également victime. C'est-à-dire qu'il y a des perquisitions, des raids, en fait, des descentes dans nos locaux. Il y en a eu plusieurs depuis 2016, avec perquisitions, saisines d'ordinateurs, de documents d'ailleurs généralement publics, donc ça n'a strictement aucun intérêt. C'est souvent pas toujours, mais c'est souvent la brigade financière en fait, du ministère des Finances qui opère ces perquisitions. Donc, sur le fondement, effectivement, de la loi sur le financement des étrangers, bon, je ne vais pas vous faire liste complète de tout ce qu'a subi Amnesty Inde. Pour ce qui concerne la procédure de 2016, elle a été classée sans suite, mais simplement en janvier 2019. Donc, entre-temps, c'était très compliqué de travailler. Il y avait déjà une partie de nos avoirs et des comptes d'Amnesty Inde qui avaient été gelés.
Donc, on a réussi à maintenir à peu près une activité en Inde. Il est manifeste, pour ce qui nous concerne, que c'est absolument fondé sur des motifs politiques, parce que à chaque fois, ces perquisitions, ces harcèlements médiatiques, ces campagnes médiatiques orchestrées notamment dans les médias pro-gouvernementaux, c'était toute l'année 2019 comme ça. Le harcèlement judiciaire, y compris des membres d'Amnesty, c'est-à-dire des dirigeants, des anciens dirigeants, de l'intimidation des donateurs d'Amnesty, puisque nous sommes une organisation sur le plan financier indépendante, donc qui ne fonctionne qu'avec les dons et des donateurs, enfin individuels, on n'a aucun fonds public. Donc toutes ces campagnes menées contre Amnesty font toujours systématiquement suite à la publication de rapports liés soit à des situations au Cachemire, Jammu-Cachemire, on en a 3 ou 4 déjà rapports, soit, ça c'est pour l'année 2020, à la publication de 2 rapports très documentés d'Amnesty sur la répression sanglante des manifestations de décembre 2019 et février 2020, à la suite notamment à Delhi principalement, mais également dans d'autres, à Benares, à Varanasi également, à la suite des manifestations très largement pacifiques et estudiantines contre la loi sur la nationalité qui excluait donc de cette nationalité les musulmans. Donc une loi manifestement discriminatoire pour le moins. Quelle est la situation actuelle? Encore une fois, la liste serait trop longue, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Depuis septembre 2020, donc, la section d'Amnesty en Inde est fermée, je ne dirais pas définitivement, puisque nous avons encore un président et une petite équipe qui l'entoure. Donc, Amnesty existe et a besoin d'exister parce qu'en fait, on est en procédure judiciaire contre l'État indien. Procédure qui se poursuit. Il y a quelques jours, j'ai appris par ce président que Amnesty Inde avait formé un recours très particulier. J'aurais du mal à le traduire en français, mais ça peut se rapprocher un tout petit peu peut-être d'une question prioritaire de constitutionnalité chez nous. C'est auprès de la Cour suprême indienne. Sauf que là, ce n'est pas un avis. La Cour suprême peut refuser la recevabilité de la requête. Mais Maître Farouki vous en dira sûrement plus sur ce processus. Je crois que c'est spécifique au droit indien. Toujours est-il que voilà, nous avons plusieurs procédures judiciaires en cours pour récupérer, avoir le dégel de nos avoirs. Et cette dernière étape qui date de quelques jours, c'est auprès de la Cour suprême. La conséquence directe quand même des derniers événements de septembre 2020, c'est qu'il y a un gel complet des avoirs d'Amnesty Inde, donc incapacité de financer les salaires et de poursuivre nos activités. Donc, nous avons en décembre 2020 licencié, la section indienne a licencié l'intégralité de son personnel, qui était pas près de 150 personnes, je pense, en pleine pandémie au demeurant, et avec des compensations sociales assez faibles, comme vous le savez, en Inde, pour ce qui est du chômage ou autre. On a récupéré une toute petite partie de ces fonds par une décision de la Cour de justice du Karnataka le 16 décembre 2020, qui donc nous a donné raison et a débloqué 6 millions de roupies, ce qui représente très très peu de choses au regard des besoins d'Amnesty, encore une fois en termes de salaire et de financement d'activité. Et nous attendons donc, nous espérons que la Cour suprême et les autres recours formés iront dans le même sens, mais sans garantie. Donc, en l'état actuel des choses, on existe sur le papier, mais il n'y a pas d'activité propre à Amnesty Inde. En revanche, Amnesty International poursuit sa dénonciation de l'activité, enfin des violations systématiques des droits humains en Inde. Donc, on est bien présent sur l'Inde, bien mobilisé, mais malheureusement peu actif en Inde pour l'instant. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 pour ces témoignages. C'était l'un de nos objectifs que de vous donner la parole pour que vous nous fassiez remonter du terrain le diagnostic que l'on peut poser sur les conditions d'exercice d'une activité de type société civile dans l'Inde d'aujourd'hui. Et vous l'avez fait d'une manière très précise, complémentaires les unes des autres. Donc, nous pouvons entrer dans le deuxième tiers de notre séance. Nous aurons 3 temps au cours de ce webinaire, le dernier temps étant celui des questions-réponses. Et je vois déjà les questions qui s'accumulent dans la boîte destinée à cet effet. N'hésitez surtout pas à y
à y consigner non seulement vos questions, mais éventuellement votre témoignage et vos remarques. Le deuxième temps, le deuxième tiers, une fois qu'on a posé ce diagnostic et qu'on veut continuer à être utile, eh bien, c'est en une forme de question que je le formulerai à nouveau. Dans ces conditions, comment, depuis la France, peut-on aider les acteurs de la société civile indienne, à la fois en termes matériels, mais autres également. Et je vous propose de refaire un tour de table, si j'ose dire, puisque nous sommes en virtuel, mais en donnant la parole cette fois-ci à Jeanne pour commencer, et puis Glauber, Anne et Fiore feront aussi part de leur contribution, cette fois sur le mode constructif et non plus seulement sur le mode du diagnostic. Jeanne. Oui, je vous remercie. Alors nous, c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur cette question justement du FCRA dont je parlais, hein, donc de ce certificat qui permet à des ONG indiennes de recevoir des fonds étrangers. On a essayé de se mobiliser en soutenant nos organisations partenaires pour qu'elles puissent se former, parce que c'est en fait, ça demande un suivi des finances, enfin tout un tas de règles administratives qui sont assez compliquées à comprendre. Et en plus, comme le texte de loi change assez régulièrement, il faut systématiquement essayer de se remettre à jour pour préserver ce certificat. Donc, on a d'abord essayé de les appuyer sur cette question-là et on a aussi essayé d'interpeller les pouvoirs publics français sur cette question en les alertant sur les difficultés croissantes que ces organisations ont à opérer et à travailler localement. Et en les alertant sur le fait qu'à l'heure actuelle, on est dans un moment de renouvellement de toutes ces licences, on a encore certaines organisations qui n'ont encore pas reçu leur titre et dont on ne sait pas si dans quelques mois, elles devront fermer définitivement ou si elles pourront continuer à agir et à soutenir les populations localement. Donc, nous avons par exemple écrit avec d'autres au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour témoigner notre inquiétude et pour leur demander aussi de porter cette question auprès des autorités indiennes. La réponse qui nous a été faite est que le gouvernement français suivait la question, partageait en partie les préoccupations et poserait un peu ces questions-là à travers l'Union européenne, notamment lors du dialogue Union européenne, droits de l'homme, qui a recommencé récemment, parce qu'en fait, il avait été interrompu pendant plusieurs années suite à l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi. Voilà. Après, au-delà de cet engagement, entre guillemets, à discuter de cette question-là, on n'a pas eu d'autres effets concrets. Ce qui fait qu'on se retrouve un peu dans une situation à l'heure actuelle un peu ubuesque où les ONG indiennes sont sous un contrôle, notamment un contrôle administratif financier extrêmement important, alors qu'au même moment, par exemple, le financement des partis politiques a été réformé ces dernières années et beaucoup plus ouvert et beaucoup plus opaque aussi d'une certaine façon. Et dans un moment aussi, on va attirer les investissements directs étrangers, et là, sans vraiment de contrôle. Donc, on est dans un espèce de deux poids, deux mesures qui, pour moi, témoigne quand même du fait que c'est une attaque quand même assez systématisée et assez pensée contre la société civile indienne organisée. Donc, voilà, ce qu'on a essayé de faire de notre côté en tant que bailleur, c'est défendre au maximum, tant qu'on le peut, le fait que nos organisations partenaires, que les organisations indiennes puissent travailler, mais on est en fait relativement démunis sur cette question-là. Voilà. Merci beaucoup. Glauber, de votre côté, comment est-ce que vous agissez? Bon, d'abord, nous, pour les CRID, c'est très important de dire faire jouer la solidarité internationale. Faire jouer la solidarité internationale, il passe par plusieurs façons. Bon, comme disait Juliette, il y a Jeanne, il y a toute une affaire de plaidoyer à faire avec les institutions. Là, les CRID ne les fait pas en tant que tel, parce que ce n'est pas la mission centrale de notre réseau de faire du plaidoyer direct avec les institutions, ne serait-ce que via le plaidoyer fait par les membres du réseau. Mais ce que nous, on fait, c'est à partir de ces plaidoyers faits par nos membres, travailler la mobilisation citoyenne et l'interpellation de décideurs politiques. Mais avant d'arriver justement dans ces cas d'interpellation et de mobilisation citoyenne, une des premières choses indispensables à faire, c'est d'informer. Parler de la situation en Inde, ici en France, et montrer à quel point cette situation, elle ne passe pas qu'en Inde, ce n'est pas juste un cas unique. On vit en ces moments des situations semblables dans d'autres endroits au monde, donc il y a des points de comparaison éventuellement à faire et des points de non-comparaison à faire. Donc chaque cas, chaque contexte a une particularité. Et les acteurs sur place et les actrices sur place ont des stratégies pour affronter ces rétrécissements des démocraties qu'on voit un peu dans d'autres pays, et pourquoi pas partager ces expériences entre eux, donc fournir un espace de partage pour ces acteurs ici en France, avec d'autres acteurs d'autres pays,
et informer la société civile française et européenne sur la situation qui passe là-bas, en disant toujours ce qui se passe là-bas ne se confine pas que là-bas. Il y a des impacts aussi sur notre réalité ici, et il y a des responsabilités aussi françaises et européennes dans la dégradation des droits humains de façon plus générale en Europe. Des responsabilités des États français et des États européens, des responsabilités des multinationales. Donc, il y a toute une chaîne de responsabilités à faire, à montrer au grand public pour pouvoir, dans un deuxième temps, mobiliser cette citoyenneté européenne en solidarité avec les enjeux qui se jouent aujourd'hui en Inde. Donc, c'est un peu par là qu'aujourd'hui, on est en train de travailler la question. Donc, c'est la réponse un peu courte qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire ici pour venir en solidarité avec la société civile indienne. Sans compter que c'est bon pour le moral des troupes, que de savoir qu'à 6000 km, on se préoccupe de la façon dont les ONG travaillent sur place. Plaidoyer, Anne, cette activité, vous la connaissez bien. Comment est-ce que vous la mettez en œuvre ou envisagez de la mettre en œuvre? Alors, on l'a mis en œuvre depuis longtemps, avec un résultat mitigé, mais vraiment depuis 2017-2018. On travaille sur l'Inde, la ministre travaille sur l'Inde depuis très longtemps, mais avec une très forte accélération depuis 2017-2018. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, effectivement, et c'est un message qu'on porte souvent auprès des décideurs, notamment auprès du Quai d'Orsay. Effectivement, il est très important que ce message soit entendu en Inde. Ces messages de soutien et de mobilisation et ces messages politiques sont très importants pour la société civile indienne. C'est vrai d'ailleurs pour tous les pays, mais c'est des discussions qu'on a souvent avec nos amis du Quai d'Orsay, la diplomatie discrète et secrète versus la diplomatie publique et plus vocale que nous on défend. Alors après, bien sûr, avec des nuances et selon les cas, mais je pense qu'effectivement, pour l'Inde, c'est extrêmement pertinent, d'autant que manifestement, M. Modi est sensible à l'opinion qu'on a de lui et de l'Inde au niveau international. Il a fait des pieds et des mains, il a réussi d'ailleurs pour être élu au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies jusqu'en 2019. Il vient d'être réélu haut la main, étant le seul candidat pour sa région. C'était assez facile. Donc il remplit pour 3 ans, pour un mandat de 3 ans. Et je pense que ça, c'est un levier extrêmement important aussi pour les politiques français et européens, d'autant que à la fin de l'année, en novembre de mémoire, l'examen périodique universel, qui est donc un exercice, un mécanisme du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui demande, in fine, qui demande en fait à chaque État membre des Nations Unies de rendre des comptes sur son bilan en matière de droits humains, va donc se produire en novembre 2022. Donc, je pense que c'est une occasion très importante pour les associations et pour la diplomatie française de faire entendre sa voix sur la situation des droits humains en Inde. Donc, c'est ce qu'on fait, effectivement, on le fait en bilatéral, on le fait aussi en interassociatif. On est plusieurs d'entre nous, et la FIDH, dont je suis tout petit peu le porte-parole aujourd'hui, puisque notre ami est malade, donc n'a pas pu participer, mais on partage tout à fait les mêmes convictions et les mêmes messages. Voilà, c'est vraiment intervenir effectivement auprès du Quai d'Orsay principalement et auprès des élus. Pour être très honnête, c'est difficile sur l'Inde. C'est difficile d'être entendu et reçu. Quand on l'est, à l'évidence, c'est un constat qui est partagé. C'est ce que disait Glaubert. À l'évidence, je pense que la diplomatie française est tout à fait consciente de ce qui se joue en Inde, et l'ambassade de France là-bas aussi, avec qui on est en contact assez régulier. Après, il y a d'autres enjeux manifestement économiques et géostratégiques qui font que l'aspect droits humains n'est pas forcément la priorité, on va dire, pour les diplomaties européennes. On a aussi beaucoup agi également en partenariat avec d'autres associations au moment du sommet entre l'UE et l'Inde, donc qui n'a pas pris exactement la forme qui était prévue, mais qui a eu lieu quand même en parallèle du sommet de Porto en mai dernier, et où la question des droits humains ou des droits de l'homme a été abordée et a été reprise dans les conclusions du sommet, avec des déclarations la main sur le cœur du gouvernement indien. Donc, on y croit pas, toujours est-il que c'est quand même des déclarations politiques importantes et qui, pour nous, constituent un levier aussi important pour poursuivre cette action. Voilà. Et un dernier point qui est donc interne au mouvement, un peu comme le disait Glaubert pour le CRID, on est donc un mouvement mondial,
et chaque section est libre de se mobiliser pour dénoncer et pour améliorer auprès de ses propres décideurs nationaux la situation des droits humains en Inde. Donc c'est aussi la force du mouvement qui fait qu'on a un volet plaidoyer, donc plus influence politique, et un volet mobilisation et communication également sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Fiore, pour conclure ce tour d'écran sur comment est-ce que de loin on peut aider sur place. Avant tout, nous pensons que la chose importante, c'est de démontrer les abus et les violations, donc de démontrer. Et nous faisons ça aussi en amplifiant la voix des peuples autochtones. Donc, dans nos réseaux sociaux, on reçoit des vidéos dans lesquelles les peuples autochtones racontent ce qui se passe. Donc, ils donnent témoignages. On donne des témoignages, nous aussi, à travers, bien sûr, des évidences et des études dans les terrains, des violations de leurs droits à toutes les institutions. Donc, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est la mobilisation de l'opinion publique. Donc, pour la mobiliser, il faut les informer. Donc, il faut prendre les témoignages. Mais il faut vraiment faire un travail de mobilisation. Donc, que ça soit par les réseaux sociaux, que ça soit, par exemple, à travers ce type de conférences. Et les bouts de la mobilisation pour nous, c'est de faire que les gens prennent action. Donc, on a des actions qui sont sur nos pages pour, en particulier, éviter l'expulsion des peuples autochtones des réserves des tigres et aussi de lutter contre des projets de charbon. Mais la chose plus importante, je pense que, comme Glover l'a dit, il faut aussi regarder à la responsabilité qu'en France, que la France a, le gouvernement français, et à travers l'Agence du développement français, on donne à ce type de modèles, de ce type d'attaques contre les peuples autochtones. Parce que si bien le gouvernement, en théorie, il est contraire à ce type de violations, quand on va regarder des projets qui sont financés par l'AFD, on voit tous les contraires. Qu'est-ce que je vais vous dire? Que par exemple, Barbara Pompili a visité, je pense que c'était février 2021, une des réserves de tigres, Kaziranga, qui c'est la plus controversée des réserves de tigres. Ce n'est pas possible qu'elle n'était pas au courant. De ces réserves de tigres, les peuples autochtones ont été expulsés depuis des années. On a une politique de tirer à bout. Donc, les gardes du parc, ils sont censés, ils ont la possibilité de tirer à bout contre les soi-disant braconniers, mais c'est un parc dans lequel les gens, les peuples autochtones, ils entrent pour recueillir des plantes médicinales, pour aller, je ne sais pas, pour retourner pour faire leurs choses, donc les choses qu'ils font tous les jours. Et donc, il y a eu des cas d'exécution extrajudiciaire qui ont été, c'est pas seulement nous qu'on a montré ça, il y a eu plein d'études, des enquêtes, il y a eu la BBC aussi, qui maintenant est bandie des Landes à cause de ce documentaire-là sur cette réserve des tigres. Et Barbara Pompili, elle est allée là-bas. On sait que l'AFD, il finance les gardes du parc depuis des années. Et donc, tout ça, c'est concrètement, et nous avons écrit, on a fait du lobbying, mais bien sûr, rien ne s'est passé. Donc, ça, c'est dans les mains des Françaises, des gens qui habitent en France, de pouvoir les changer. Donc, effectivement, avant aussi de regarder qu'est-ce qui se fait maudit, on a plein à faire pour regarder qu'est-ce que nous ici, comment nous on contribue à ce type de politique. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire dans ce sujet. Merci beaucoup. Nous contribuons modestement à cette opération d'information que vous avez tous soulignée comme indispensable dans cette deuxième séquence. Alors, on va maintenant se tourner vers Amer Farouki, parce que, comme vous l'avez compris, la question juridique est quand même omniprésente dans ces difficultés que peuvent rencontrer les ONG en Inde, la société civile en général. Et donc, Amer, qui accompagne des ONG, des associations en général en Inde, en tant qu'avocat, il va se présenter lui-même en quelques mots, eh bien, peut aussi éclairer notre lanterne sur la question que l'on vient de se poser. Que faire de loin et quels sont les enjeux sur place? Amer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour la parole, Christophe. Je vais me représenter. Je suis Amer Farouki, avocat franco-indien pour le cabinet Bignon-Lebray. Je suis trilingue, je parle français, anglais et hindi et je suis spécialisé en droit des sociétés, fusion-acquisition. Et j'interviens également pour quelques ONG en Inde, comme l'a souligné Christophe.
Je suis en Inde depuis maintenant plus de 6 ans, bientôt 7 ans, et j'ai été nommé aussi avocat conseil auprès de l'ambassade de France en Inde depuis 2017. Après vous avoir écouté et surtout après avoir prêté attention à vos inquiétudes, je pense qu'il est d'abord important de faire un rappel sur la FCRA parce que je pense qu'il y a aussi d'autres personnes présentes et qui sont connectées, qui cherchent à peut-être ouvrir leur ONG ou qui cherchent peut-être à trouver des solutions sur leur ONG qui ont demandé justement à obtenir des fonds étrangers. Et je vais donc peut-être commencer par la raison qui pousse les ONG à obtenir un enregistrement FCRA, puis les critères qu'il faut remplir pour cet enregistrement, et en mettant notamment en avant la récente réforme de 2020 qui a posé quelques difficultés pour plusieurs ONG, notamment sur l'année 2021, et en vous donnant également éventuellement des conseils autant que je peux. Voilà. Donc, d'abord, on parle d'enregistrement de FCRA comme étant une inscription qui doit se faire en ligne sur le site fcraonline.nic.in qui dépend du ministère de l'Intérieur indien, du Ministry of Home Affairs. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations. C'est assez volumineux, mais bon, c'est assez bien fait, je trouve. Après, sur l'inscription en soi, c'est une inscription qui va vous permettre de recevoir des fonds étrangers. Si vous n'avez pas cette autorisation-là, vous ne pouvez pas avoir de fonds étrangers. Okay, c'est aussi simple que ça. Mais il y a deux types d'enregistrement qu'il faut faire. Un enregistrement qui est permanent, qui se fait pour 5 ans, qui est renouvelable. Un enregistrement qui est préalable, qui se fait au début de votre ONG. Donc, les critères déjà pour obtenir cette autorisation, c'est de justifier au moins de 3 ans d'existence, d'accord, et de justifier que sur les 3 dernières années, vous avez dépensé 15 lakhs, qui équivaut à peu près à 18 000 euros au cours des 3 dernières années sur vos objectifs sociétaux, d'accord. Et il y a eu plusieurs confusions de la part de plusieurs ONG où ces 18 000 euros, ça a été dépensé sur des dépenses de fonctionnement, des dépenses administratives. Donc, pour certaines, leur renouvellement, leur demande d'enregistrement a été refusée sur cette base-là. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais pour certaines, c'est le cas. D'accord ? Donc, au-delà de ces critères d'éligibilité, vous avez aussi des associations qui, dès le départ, pour des raisons spécifiques, pour des projets spécifiques et de la part de donateurs spécifiques, qui vont faire une demande qui va être détaillée par une lettre du donateur qui va être déposée avec cette demande et qui sera valable seulement pour 5 ans pour une première fois et qui pourra être utilisée sur ces 5 ans ou étalée sur ces 5 ans. Il n'y a pas de limite au niveau du montant. Maintenant, avec la réforme de 2020, on a vu qu'il y a eu plusieurs contraintes. D'abord, une contrainte monétaire. On est passé à des dépenses sociétales qui étaient de 10 lakhs à 15 lakhs, c'est-à-dire à peu près 12 000 euros à 18 000 euros, ce qui n'est pas négligeable pour des petites associations. Bien sûr, Amnesty n'est pas concerné, mais il y a beaucoup de petites associations en Inde qui se projettent sur ce sésame et qui peut être quelque chose d'assez contraignant pour eux. Et là, il faut également produire les 3 derniers bilans qui sont certifiés par un commissaire aux comptes, ce qui représente un certain coût pour certaines associations, surtout pour les petites associations. Et on voit beaucoup que ces associations ne veulent pas prendre le temps de faire cette démarche ou partent déjà, dès le départ, défaitistes, surtout avec ce qui se passe. Donc, avec cette contrainte monétaire, il y a également eu une contrainte qui est d'ordre fonctionnel, puisque désormais, depuis fin 2020, c'est-à-dire depuis 2021, pour faire simple, il n'est plus possible d'utiliser plus de 20% de vos contributions étrangères pour des dépenses administratives. C'est-à-dire,
pouvez pas utiliser plus de 20% des fonds étrangers que vous allez recevoir pour, par exemple, payer les salaires de vos salariés. D'accord. Ce qui peut paraître assez étouffant pour plusieurs ONG qui vont fonctionner sur la base de dons étrangers, surtout qu'on est passé de 2020 à 2021 à un taux qui était de 50% à 20% maintenant, qui est vraiment réduit, où on sera obligé de dépenser des fonds étrangers. 80% des fonds étrangers vont devoir être utilisés pour votre objectif sociétal. D'accord. On a eu, et j'ai discuté parmi mes collègues, on a eu d'autres cas particuliers d'associations religieuses qui, elles, ne sont pas capables de rapporter la preuve de leurs activités sociétales. Car souvent, celles-ci préfèrent être discrètes parce qu'un don au nom d'un Dieu, quel qu'il soit, reste souvent un acte privé qu'on ne souhaite pas révéler au grand public, alors que le Ministry of Home Affairs vous demande des preuves sous la forme d'une photo ou d'un article de presse où on verra que votre association a fait par exemple la soupe populaire pour les plus démunis avec votre kakémono en background et votre logo en photo. C'est très important. Enfin, au-delà de la contrainte monétaire, il y a d'autres contraintes d'ordre technique où maintenant il est désormais demandé à tous vos membres d'avoir un numéro d'Aadhaar, ce qui n'était pas le cas avant, ainsi que la copie du passeport de vos membres, mais aussi pour ceux qui sont, par exemple dans mon cas, la carte OCI qui doit être présentée dans le dossier. Et on a ajouté à cela, en 2021, une autre contrainte qui concerne l'ouverture d'un compte bancaire distinct à la State Bank of India pour gérer les contributions étrangères. Ce qui a posé plusieurs difficultés en temps de Covid parce qu'il était presque impossible pour, par exemple, la petite ONG qui se trouve dans le fin fond du UP de se coordonner avec la State Bank of India de Delhi. C'était vraiment une grosse contrainte. Maintenant, sur la réforme en soi, en deux mots, je dirais qu'elle est quelque part répressive, comme on a pu le dire, et abrupte. D'abord, elle a un caractère abrupt parce qu'elle est intervenue en plein Covid. Il a été demandé aux ONG dorénavant d'avoir un compte séparé pour les fonds étrangers. D'accord. Au-delà des défis logistiques avec la State Bank of India, on a eu d'autres contraintes de la part du ministère of Home Affairs qui, en temps de Covid, manquait justement de personnel et donc n'a pas pu renouveler pour plusieurs associations leur autorisation. Et il faut également savoir que quand vous faites cette demande, il ne faut pas être surpris du fait que ce soit le gouvernement Modi ou que ce soit Congress, le Ministry of Home Affairs, pour ces affaires-là, a toujours mené des enquêtes sur les membres du bureau, sur les membres de bureau de votre ONG, et notamment avec l'aide de l'équivalent de la DGSE indienne, le CBI, pour s'assurer que personne parmi vos membres n'a été reconnu coupable de détournement de fonds ou d'activités occultes ou illicites, ou même récemment des activités visant à encourager des conversions religieuses. Après, il y a une autre réalité où je conçois, il y a des ONG qui sont bien sûr persécutées et qui font face à plusieurs difficultés, notamment quand on leur coupe ces fonds étrangers. Mais ce que je souhaite vous rappeler, et justement pour que tout le monde soit à la même page, c'est que en principe, ces organisations qui justement reçoivent des fonds étrangers sont tenues de soumettre des déclarations annuelles dans les 9 mois suivant la clôture de leur exercice. Et ces déclarations-là doivent détailler ces contributions, la source de ces contributions, la raison pour laquelle l'ONG va recevoir ces fonds étrangers
et la manière dont ces fonds étrangers vont être utilisés. Souvent, dans les dossiers, on a pu voir, ça reste assez vague, c'est mal formulé, c'est mal fait, et il y a plusieurs anomalies, notamment dans les bilans. Maintenant, sur le caractère répressif de cette réforme, il faut savoir que l'autorisation que vous avez pour avoir ces fonds étrangers, elle peut être suspendue, révoquée, sur des simples présomptions. Avec vraiment un bref rapport du CBI, du Central Bureau of Investigation, qui va établir en des termes assez vagues qu'il y a eu, par exemple, ce qui est le cas pour une congrégation religieuse de Mère Teresa récemment, qu'il y a eu des adverse inputs. Ça ne veut rien dire, ça veut juste dire des facteurs défavorables à l'autorisation de l'obtention de fonds étrangers, qui reste vraiment vague, qui ne nous donne pas du tout de raison plausible pour refuser cette autorisation. Maintenant, pendant la période d'enquête, lorsque votre licence elle est suspendue ou elle est révoquée, non seulement votre association sera obligée de s'abstenir de recevoir les fonds, mais elle ne pourra plus utiliser celle qu'elle a reçue, ce qui peut paraître étouffant pour plusieurs, et notamment pour Amnesty. Mais la seule nouveauté qu'on a depuis 2015 et surtout depuis l'affaire Greenpeace, c'est que le gouvernement est obligé de vous donner maintenant une raison, qu'elle soit vague ou pas, et de fournir surtout des raisons à une suspension ou à une révocation de votre licence. Ça veut dire que vous pouvez déposer une requête, mais la requête, il faut vraiment qu'elle soit justifiée et il faut vraiment qu'elle soit là si justement les raisons qui sont invoquées par le gouvernement sont strictement vagues. D'accord ? Donc, Christophe, je vous vois, vous voulez m'interrompre ou... Eh bien, écoutez, si vous avez fini, oui, ce qui m'arrangerait beaucoup. D'accord. Je vais finir je vais juste vous demander une minute. Maintenant, ce qui se passe, c'est que en cas de révocation ou de suspension de votre autorisation, la loi du FCRA, du Foreign Contribution Regulation Act, ne définit pas de procédure d'appel à proprement dit. Donc, en France, vous pouvez notamment écrire à la préfecture, vous pouvez notamment aller devant le tribunal administratif. Là, tout est fait devant les tribunaux. Enfin, il n'y a pas une procédure qui est explicitée en soi. Et vous avez également une contrainte de temps, c'est-à-dire vous ne pouvez pas refaire une demande si justement votre autorisation est révoquée tout de suite. Il vous faudra attendre 3 ans ou la procédure en cours. Voilà. Bon. Merci beaucoup, Amer. Ce détour technique, juridique, est utile parce que lorsqu'un juriste dit d'une réglementation qu'elle est répressive, c'est évidemment très parlant. On a là une des explications du déclin du nombre d'ONG en Inde qui est quand même très spectaculaire. Et même si ça a toujours été compliqué, on reviendra sur, je dirais, l'évolution avant 2014, après 2014, car les questions sont posées à ce sujet parmi les personnes qui nous suivent. Même si ça a toujours été compliqué, on va arrêter 2020 délibérément complique encore davantage les choses et que ça a été une des raisons pour lesquelles des milliers d'ONG ont perdu leur accréditation. Mais revenons pour finir ce deuxième tiers de notre webinaire vers des témoignages de terrain que vont nous donner successivement Sarah et Caroline. Sarah, c'est à vous, à visage non découvert, si j'ose dire. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci beaucoup aux organisateurs pour l'organisation de ce webinaire. Pour les mêmes raisons, on a choisi de participer de manière anonyme ce soir. Donc nous, on est une association française qui intervient en Inde depuis un peu plus de 40 ans.
en soutien des organisations de la société civile, des mouvements paysans, pour le respect de leurs droits et le développement de projets autour de l'agroécologie, de la souveraineté alimentaire ou encore de l'éducation à l'environnement. Donc, bon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites ce soir et je vais essayer de de pas répéter. Mais vraiment, en plus de cette pression juridique, administrative qu'on voit se dérouler depuis ces dernières années, on identifie, nous particulièrement, certains secteurs qui sont plus visés que d'autres, à savoir notamment le secteur des droits de l'homme, le secteur de l'environnement et enfin celui des libertés. Ce contexte-là de répression, du côté des mouvements paysans, il a été encore plus accentué sur ces 2 dernières années avec les mouvements paysans qui ont eu lieu en Inde, si vous avez suivi un petit peu ces 2 dernières années, et qui ont su, par leur nombre et par leur force, se faire entendre auprès du gouvernement, mais qui ont été sujets aussi à de nombreuses répressions et systèmes d'intimidation. Donc, ce contexte-là, tel qu'il a été évoqué depuis le début du webinaire, nous, pour nos partenaires, il se traduit aussi par une vraie difficulté d'alerter, de dialoguer avec les pouvoirs publics sur tous ces sujets-là. Certains de nos partenaires ont fait le choix, par exemple, d'arrêter leur plaidoyer en Inde et de faire que du plaidoyer à l'international pour se protéger et protéger leurs actions sur le terrain. Ça passe aussi par des difficultés de déplacement pour nous aussi, associations françaises qui soutenons des organisations civiles en Inde. Difficulté, ça a été dit aussi, à obtenir des visas, mais aussi une plus grande difficulté encore que pour d'autres pays dans lesquels on peut intervenir, à pouvoir envoyer des volontaires, des jeunes volontaires de solidarité internationale ou d'obtention de fonds de la coopération française, tels que via l'AFD, avec des mesures en fait pour l'obtention de ces fonds ou pour l'envoi de volontaires qui sont encore plus drastiques et compliquées pour les partenaires indiens. Donc tout ça en fait contribue à limiter leurs actions en Inde, les nôtres aussi en appui, et engendrer des retards conséquents sur nos activités, souvent dues à des problématiques de mise à jour administrative qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps aussi à nos partenaires. Voilà, donc tout ça, comme ça a été dit, et vraiment amène nos partenaires à travailler dans des situations vraiment très, très compliquées, alors que on est sur des sujets clés où les besoins sont énormes. Et donc voilà, je remercie encore les organisateurs de ce webinaire, et en effet, informer, alerter est une des priorités sur ce sujet. Merci Sarah, et merci effectivement d'apporter l'éclairage du monde paysan dans cette affaire à l'heure où les campagnes indiennes ont beaucoup souffert et souffrent encore, et merci effectivement de dire que ces ONG, elles sont indispensables, et donc on en a tiré le titre même de ce webinaire, indispensables et sous pression. Last but not least, Caroline, parlez-nous de votre expérience de terrain depuis l'Inde où vous êtes en ce moment même et où vous dirigez une belle aventure, une formidable aventure qu'est Tara. Bonsoir, merci beaucoup Christophe. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'être concise afin qu'on ait un peu le temps pour échanger. Donc, je m'appelle Caroline et je suis directrice d'une ONG franco-indienne de protection de l'enfance qui s'appelle Tara. On est basé à Delhi et on gère plusieurs foyers pour enfants, un centre d'accueil de jour, et nos missions sont vraiment basées sur protéger des enfants qui ont été victimes de violences très graves, de trafic, d'abus sexuels, et aussi de garantir au plus d'enfants possible un accès à l'éducation. Nous travaillons sous la gouverne du ministère l'équivalent du ministère de la protection de l'enfance. Et nous avons aussi un FCRA, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont fait écho dans les témoignages précédents. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, ce que j'aimerais juste rajouter, Amer l'a évoqué, c'est que ces restrictions, notamment au niveau du FCRA, elles se sont passées en pleine période de Covid. Et ce qui a été
très frappant en fait pour nous, c'est que dans une période de crise très grave, non seulement sanitaire, mais qui a eu des impacts et qui va avoir des impacts sur le long terme extrêmement graves. Donc moi, je parle sur l'enfance. Donc là, on parle de 60% en Inde, 60% des enfants en Inde qui n'ont pas eu accès à l'éducation pendant 2 ans, par exemple. Des jeunes filles qui sont mariées trop tôt, des enfants qui sont beaucoup plus sujets aux tentatives de trafic, etc. Donc, je ne fais pas la liste des problèmes qui ont été aggravés par la crise du Covid, mais c'est vrai que les enjeux sont plus forts et le secteur des ONG est affaibli. Non seulement par l'interprétation restrictive et l'amendement de 2020 de la loi FCRA, mais aussi par une pression bureaucratique qui s'aggrave encore une fois. Ce n'est pas nouveau, hein, la pression bureaucratique a toujours été là, mais le fait qu'on soit en pleine crise sanitaire a encore une fois amplifié ça. Puisque les cours parfois les cours de justice se sont parfois saisis d'enjeux sociaux, ce qui a eu un effet domino sur l'administration et ce qui a un effet domino sur les acteurs de terrain, comme nous le sommes. Et donc, on est à la fois face à des enjeux plus importants, plus fragiles et avec une visibilité beaucoup moins grande sur ce qu'on pourra faire sur les années à venir. Et voilà, je vais essayer d'arrêter mon témoignage ici. Vous demandiez, Christophe, qu'est-ce qui peut être fait de France ? Alors, moi, je pense qu'il faut plaider pour la transparence du secteur des ONG. Je pense il y a plein de choses à discuter sur l'application du FCRA, mais la transparence des ONG doit être revendiquée. Par contre, il faut absolument que les financeurs acceptent de financer les dépenses qui vont avec, c'est-à-dire avoir un comptable, avoir parfois un soutien juridique si nécessaire, avoir des auditeurs. Et tout ça, ça a un coût que les ONG, notamment les ONG plus petites, ne peuvent parfois pas se payer. Donc, je pense que les financeurs doivent être sensibilisés à cette question-là. Et ensuite, au-delà de l'aide financière qui peut nous être abordée, je pense qu'il faut former. Il faut apporter son expertise aux ONG petites et moyennes parce que c'est la meilleure façon de les équiper. Et les gens pensent souvent que la seule façon d'aider une ONG, c'est de donner. Donc oui, bien sûr, le financement reste le nerf de la guerre, mais on est vraiment très soutenu et ça nous fait gagner du temps quand des gens aussi se rallient à nos causes, que ce soit des experts comptables, des experts ressources humaines, des experts de communication, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas des dépenses qu'on finance primairement. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage qui permet de voir depuis le terrain ce qu'une petite ONG vit et rencontre comme difficulté. Et puis, évidemment, c'est une façon de nous dire aussi comment on peut aider ces structures plus petites et donc moins robustes en termes de ressources humaines notamment. Il y a une myriade de petites ONG comme cela en Inde et qui travaillent dans les bidonvilles notamment, mais pas seulement, à des travaux, à des œuvres d'éducation et notamment pour les filles qui sont souvent moins privilégiées, c'est le cas de le dire, que les garçons pour l'accès à l'éducation. Alors, vous avez du coup échangé, si j'ose dire, les bonnes pratiques d'ores et déjà et répondu, ce faisant, à nombre de questions qui se sont posées dans le Q&R, comme on dit. Il en reste néanmoins. Et j'aimerais vous en livrer quelques-unes dans les 20 minutes, pour les 20 minutes qu'il nous reste d'intervention, d'interaction avec les personnes qui nous ont rejoints, qui font partie de l'auditoire. Une des questions
posée par Gilbertin, qui a eu une longue expérience de l'Inde, une expérience qui remonte d'ailleurs aux années de l'état d'urgence. Ce n'est pas sans intérêt d'évoquer l'état d'urgence. La loi dont nous parlons depuis tout à l'heure, hein, le FCRA, qu'on peut traduire par la loi régulant les contributions financières venant de l'étranger, est une loi qui avait été votée en 1976 pendant l'état d'urgence, lorsqu'Indira Gandhi cherchait à éviter que les interventions étrangères, les interférences étrangères remettent son pouvoir en cause. Donc Gilbertin, qui connaît l'Inde depuis ces années-là, très, on peut dire, symboliques, pose la question de savoir si certaines ONG, en fonction de critères politiques ou religieux, sont ciblées en particulier. Et là, je pense que ça vaudrait la peine de revenir rapidement sur les cas qu'évoquaient Glauber et Anne d'ailleurs, hein, de ces mouvements qu'on peut qualifier de politiques, les maoïstes par exemple, qui ont été effectivement ciblés, et puis la question du Cachemire. Est-ce qu'en deux mots, l'un et l'autre, vous pouvez préciser ce que vous avez évoqué assez rapidement pour montrer qu'effectivement, en fonction de critères politiques, alors voire religieux, ce qui est une autre façon de reprendre le sujet, et Amer évoquait l'association qu'avait créée Mère Teresa, on a du coup, au-delà des tracasseries administratives et financières, un ciblage idéologique. Ladies first. Anne? Oui, je crois l'avoir dit tout à l'heure. Hein, nous, c'est vraiment non dissimulé, puisque ça fait à chaque fois suite à une parole publique d'Amnesty, des messages et de la dénonciation de ce qui se passe, notamment donc, sur la lutte antiterroriste menée au Jammu-Cachemire et pour 2019-2020 sur la répression des manifestations de cette époque-là, donc contre la loi CNA. Donc, pour nous, c'est très clair. Hein. Alors, si je peux me permettre, parce qu'il y a une autre question qui me concerne directement, du coup, j'enchaîne très rapidement, sans rentrer dans le détail. La grosse différence, il y a toujours eu des problèmes de violation de droits humains en Inde, ça c'est évident. En revanche, ces attaques massives contre la société civile, ça c'est vraiment nouveau. Et Amnesty, alors on n'a pas toujours été présent en Inde, hein, on a toujours travaillé sur l'Inde, on n'a pas toujours eu une section en Inde, mais il y en a eu à plusieurs reprises, et y compris donc avant l'accélération en fait de cette situation, de cette répression. On était en dialogue avec les autorités indiennes. C'est ça la grosse différence. On avait un bureau spécifiquement de plaidoyer à Delhi. Donc, notre siège était à Bangalore et on avait un bureau spécifiquement de plaidoyer à Delhi auprès des décideurs et on était en dialogue permanent avec les autorités indiennes pour parler d'une période récente. Donc, oui, la situation s'est clairement dégradée sur les attaques massives et orchestrées contre, alors on va parler d'Amnesty, contre Amnesty, mais contre la société civile en général. Ça, c'est très clair. Et encore une fois, nous, on fait très clairement le lien avec les thématiques sur lesquelles on travaille. Ça, ce n'est pas posé quand on travaillait sur les violences faites aux femmes, par exemple, pour prendre un exemple également assez récent. On n'a pas eu de difficulté à travailler sur les violences faites aux femmes en Inde. Donc, c'est clairement quand on s'attaque à des questions politiques qui déplaisent au gouvernement maudit, très clairement. Merci. Glauber, sur ce même thème, un éclairage complémentaire? Oh, pas complémentaire, juste pour donner certains exemples, tu vois, des raids menés par des forces antiterroristes dans les domiciles locaux de défenseurs des droits humains en octobre 2020, tu vois, et contre des ONG de défense des droits humains à Jammu, en Cachemire, notamment la Coalition of Civil Society ou l'association de parents des disparus. Ça montre qu'il y a un ciblage qui est d'ordre politique aussi. Hein. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Mais bon, je ne veux pas parler à la place des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi sur la question, qui ont été sur le terrain, mais juste pour donner quelques exemples de plus, sans compter toute aussi la répression qu'ont subi des personnes qui ont été très critiques à la gestion de la Covid par Modi aussi, qui sont emprisonnées en fonction de ça. Donc, dès qu'on attaque le gouvernement attaque on attaque le gouvernement, on critique le gouvernement attaque en représailles et d'une façon beaucoup plus forte et beaucoup plus avec tout l'apparat légal et tout l'apparat policier pour faire valoir son opinion et briser toutes les critiques. Donc, il y a un ciblage politique, oui.
Alors, vous avez commencé à répondre à une des questions qui avait été posée dans la box, dans la boîte QR sur l'évolution, le contraste avec la situation antérieure. C'était la question que posait Philippe Saunier-Plumas. Est-ce qu'un jour les relations ont été apaisées entre les ONG et le gouvernement indien avant l'arrivée de Modi? Question que Vaidju Naravane aussi posait à propos du gouvernement antérieur de Manmohan Singh. Vaidju, qui connaît très bien en tant qu'ancienne correspondante du Hindu à Paris les relations franco-indiennes. Moi, je ne peux qu'ajouter une chose à ce que vous avez dit par rapport à ce qui vous apparaît comme un vrai changement, la dimension législative. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement, et Jeanne l'a dit, des changements de pratiques, on a eu des changements de loi. Et on a revisité la loi FCRA, on l'a durci, on a revisité la loi sur le droit à l'information, le Right to Information Act, qui est tellement important, qui était une véritable conquête des défenseurs des droits d'information à la population qui pouvait, en échange de 10 roupies, savoir pourquoi telle décision avait été prise par la bureaucratie. On a maintenant une véritable érosion de ce droit. Donc, le fait que les choses aient changé est assez indéniable et peut se vérifier à la fois à travers les pratiques, mais aussi à travers le droit, ce qui est toujours une preuve, un élément de preuve. Revenons à des questions plus précises qui peuvent cette fois être adressées à Fior, Sarah, Jeanne ou Caroline. Cette question de l'accès au terrain que vous avez évoquée, certains des participants nous demandent: avez-vous eu déjà des refus de visa? Connaissez-vous ce genre de difficultés pour accéder au terrain? C'est Stéphanie Durand-Gasselin qui pose cette question-là. D'autres vont dans la même direction. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement arriver sur une liste noire? Comment ça se traduit quand ça vous arrive? On a vu l'exemple d'Amnesty sur place, mais quelles sont les autres façons de vivre ce genre de difficultés? Et ça peut être votre expérience ou celle d'autres organisations dont vous avez eu vent. Qui veut répondre à ce genre d'interrogation? Oui, Sarah. Oui, rapidement, pour avoir du coup eu connaissance de cas dans des organisations proches auprès de connaissances. Donc, il y a en effet l'existence d'une qu'on appelle blacklist, de personnes qui se retrouvent blacklistées, mises sur liste noire pour l'obtention de visa pour venir se rendre en Inde. Donc, dans le cas où en fait ça arrive au moment de la demande de visa, celui-ci est refusé sans raison parce qu'il n'y a pas d'obligation de donner de raison de refus de visa. Et donc, purement et simplement, on ne peut pas se rendre en Inde et on ne sait pas pourquoi. Dans les échanges qu'on a pu avoir, nous, avec les représentants de la France en Inde, notamment au niveau de l'ambassade, c'est une difficulté qui est connue, hein, là aussi, de nos autorités. Mais sur laquelle malheureusement il y a très peu du dialogue qui est fait, qu'il était en tout cas jusqu'alors avec les autorités indiennes, où malheureusement l'ambassade n'était un peu que sans moyens pour intervenir face à ce niveau-là. Donc après, c'est pour ça que c'est vraiment assez difficile de connaître les raisons et de pouvoir débloquer ce genre de situation sans avoir des contacts internes auprès des autorités indiennes qui sont en charge de ce type de procédure. Oui. Alors, comme le pire n'est jamais sûr, je vais jusqu'au bout de l'intervention de Stéphanie Durand-Gasselin qui dit « Nous venons d'envoyer sans souci 4 services civiques ». Et évidemment, il faut garder toujours à l'esprit que c'est pas comme si le pays s'était entièrement refermé sur lui-même, hein. C'est juste, dans certains cas, devenu impossible, dans d'autres cas, difficile, et dans tous les cas, compliqué. Mais on peut y arriver à force de ténacité.
Une autre question technique, mais on est là justement pour répondre aussi à ceux qui sont les mains dans le cambouis, si j'ose dire. Quelqu'un a-t-il une idée, demande Raphaël Moulin, de la situation des ONG qui ont appliqué, ça c'est un anglicisme, hein, qui ont donc candidaté, on pourrait dire, au-delà de la date du 31 décembre 2021 pour le FCRA Renewal et payer les late fees, hein, on est en franglais là, mais vous comprenez tous ce qu'on vous demande, et peut-être que c'est Amer qui peut mieux que quiconque répondre à cette question. Il n'y a pas de délai en soi. Enfin, faut relancer, faut aller sur le site du FCRA online.nrc.in. Vous avez un lien support où vous pouvez éventuellement contacter la personne qui est en charge de votre dossier. Mais souvent on ne vous répond pas. 90 jours, ça prendra du temps. C'est 90 jours légalement, le délai de réponse. D'accord. Ouais. Alors, ça explique que Raphaël dise ça devient difficile. Évidemment, ça peut devenir difficile pour les associations, les organisations qui, sur place, attendent des fonds grâce auxquels elles peuvent vivre depuis l'étranger. Et c'est important, effectivement, de le souligner. Il y a une question qui revient à 2 reprises au moins dans la liste qui nous a été envoyée, c'est celle de la stratégie française, de la politique indienne de la France. Et dans le cadre, dit un spectateur anonyme, de la stratégie indo-pacifique, quelle est la capacité d'action de la France sur la question des droits de l'homme? Et Vaidju Naravane pose la même question sous une autre forme. Est-ce que la France est vraiment intéressée à intercéder sur ces questions de droits de l'homme, étant donné les gros contrats qui sont en jeu? Alors, la réponse est un peu dans la question, mais je ne veux pas anticiper. Et si certains d'entre vous peuvent apporter un élément de réponse, il lui suffit d'ouvrir son micro. Écoute, c'est Anne. Je peux donner des éléments de réponse qui nous ont été donnés au cours de rendez-vous de manière franche ou subliminale, selon les entretiens. Effectivement, c'est très compliqué. Donc, je le disais tout à l'heure, il est déjà très difficile d'être entendu, donc d'avoir des réponses à nos nombreuses démarches de plaidoyer, courriel, etc., depuis plusieurs années, seul ou en coalition, en interassociatif. Il est difficile d'être reçu. Quand on l'est, c'est assez clair, en fait, effectivement, hein, que nos interlocuteurs sont conscients. Alors, on a toujours beaucoup de choses à leur apprendre parce qu'ils ne sont pas sur le terrain, mais grosso modo, ils sont bien conscients des dérives, pour ne pas dire plus, du gouvernement indien. Mais effectivement, il est assez clair qu'il y a d'autres enjeux qui prennent le pas sur les engagements internationaux de la France en matière de droits humains, qui sont effectivement la stratégie indo-pacifique à l'évidence, d'autant plus que maintenant les relations se tendent avec la Chine. Et ça ne s'est pas arrangé avec la reconnaissance du génocide ouïghour par l'Assemblée nationale il y a quelques jours, et la réaction des Chinois. Donc, à l'évidence, oui, c'est quand même une carte stratégique majeure pour la France dans la région. Elle n'en a pas beaucoup. Et donc, c'est souvent ça qu'on met en avant, et de même que, effectivement, les enjeux économiques. D'ailleurs, en partie pour les mêmes raisons, parce que le marché chinois sera peut-être moins ouvert qu'il ne l'était. Voilà. Donc, bien sûr que c'est quelque chose qu'on met clairement en avant, et c'est sûr qu'on s'attaque à un gros morceau, ça c'est certain, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ce n'est pas la première fois. Il y a aussi, ça a été dit à plusieurs reprises, je crois, il y a aussi une question de vraiment de sensibilisation de l'opinion publique et d'aller au-delà de ce qu'on entend souvent sur l'Inde. Je ne dirais pas que c'est que des idées reçues, parce que dire que l'Inde est la plus grande démocratie du monde, ce n'est pas complètement faux, sur le plan du pluralisme politique, du déroulement des élections, etc. Donc, ce n'est pas qu'une idée reçue. En revanche, il faut aller un peu sous le capot, voir comment se passent les campagnes électorales, avec quel, pour le coup, pluralisme, avec quelle liberté de la presse qui est de moins en moins réelle, y compris par l'autocensure. Donc, il y a aussi une vraie sensibilisation à faire, je crois, dans l'opinion publique
pour aller au-delà de tout ce qu'on peut dire, de tout à fait réel aussi sur la culture indienne dans toutes ces dimensions. Mais il est difficile aussi de faire entendre cette voix-là auprès de l'opinion publique. C'est à cela que nous travaillons, mais Glauber, la parole est à vous. Pardon, si je peux rajouter, nous, par exemple, du point de vue du CRID, ces types de mise en question de la position française et d'autres États européens vis-à-vis le soutien ou pas à des régimes qui se rétrécissent, cela relève du politique et relève du rapport des forces constitué. Donc, pour constituer un rapport de force qui obligerait la France à prendre des positions claires d'un point de vue de soutien à des actions en défense des droits humains et pas faisant du business as usual avec des États qui se rétrécissent, c'est une question des rapports de force instaurés en France. C'est pour ça que la mobilisation citoyenne, elle est indispensable. L'interpellation du politique, les plaidoyers à toute sa place, mais l'interpellation du politique publiquement, la mobilisation citoyenne, elle est indispensable et c'est sûr que, comme disait Anne, informer les publics, c'est un des premiers pas, comme j'ai dit au tout début, pour pouvoir arriver à cette mobilisation citoyenne. Il y a d'autres cas dans d'autres pays où on arrive, prenons par exemple les cas du Brésil. Le rapport de force est complètement constitué différemment vis-à-vis de Bolsonaro et la France. L'accord Union européenne-Mercosur, il n'arrive pas à avancer. Et il y a du business à faire là-dessus. Mais l'Union européenne et la France en particulier décident de ne pas trop avancer, bien sûr, à cause aussi des contradictions internes, contradictions dans le propre du système agricole et agraire français, qui, bon, on ne va pas développer ici, ce n'est pas le sujet, mais les rapports de force est différent parce qu'il est aussi joué par la mobilisation citoyenne, par une sensibilisation, comme disait Anne, de l'opinion publique, avec gros guillemets, là-dessus. Et du coup, c'est ça notre pari en tant que réseau d'associations de solidarité internationale, d'agir au sein de cette mobilisation citoyenne, pour cette mobilisation citoyenne. Merci. Merci à tous, à toutes et à tous pour ces témoignages, ces analyses qui nous ont véritablement éclairés sur le vécu de vos organisations et de ceux avec lesquels vous travaillez sur place. C'était notre objectif, que de vous permettre de présenter une situation tout de même assez méconnue. Et ce sera l'un des objectifs que nous poursuivrons, que nous continuerons de poursuivre à travers les forums France-Inde et les réunions que ces forums organiseront. Et le mot de la fin revient maintenant à nous. Je te rends l'antenne, comme on dit en radio. Merci Christophe. Merci beaucoup à tous les intervenants et les intervenantes de ce webinaire. Merci surtout pour cet échange si riche de vos expériences et de vos réflexions. De ma part, je dirais que si on compare la situation des ONG en Inde et en France ou en Europe, on trouve qu'il y a beaucoup de différences au niveau des thèmes, du contexte social, économique et politique, des ressources disponibles, des méthodes de travail, de l'implication, de l'échelle, etc. Mais ce qui serait pour moi important de souligner, c'est qu'une grande partie de la population indienne, depuis des décennies d'ailleurs, dépend amplement sur le travail de ces ONG. Pour des thèmes clés comme l'éducation, la santé, l'agriculture, l'emploi, soutien aux artisans, etc. Et que l'État reste absent ou quasi absent. On peut même dire que quelque part, l'État était content de cette situation où les services de ONG indirectement étaient perçus comme une sorte de prestation. Ce qui est changé en Inde depuis ces dernières quelques années, c'est que non seulement l'État continue à être absent ou quasi absent, mais qu'elle rend difficile le travail des ONG et parfois même leur existence, et que la population indienne souffre davantage. Voilà, c'est pourquoi le but principal de notre plateforme Forum France-Inde est qu'il ait une compréhension mutuelle de nos sociétés, de nos problématiques et aussi de nos solutions. Donc, avant de conclure ce webinaire, j'aimerais bien remercier Christophe d'avoir si bien animé cet échange, ainsi que toute notre équipe qui travaille rigoureusement et durement depuis plusieurs mois. Et dernièrement, je souhaite remercier tout le public d'être si nombreux. On était vraiment contents pour voir si nombreux et pour la qualité de vos questions et surtout pour votre curiosité. Et c'est pour nourrir cette curiosité que nous avons eu l'idée de ce projet. Alors, je vous invite vivement à nouveau de nous rejoindre.
Et avant de terminer, une déclaration pour notre prochain webinaire qui est prévu le mercredi 23 février. Et le thème sera « And les médias à l'épreuve ». Donc, merci encore, restez curieux et à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne soirée et bonne nuit pour ceux qui sont déjà en Inde.